Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international. Depuis la résolution de la CIG à l'encontre de l'entité sioniste, l'Algérie s'attelle à rallier un maximum de voix au sein de l'ONU pour aboutir à un cessez-le-feu afin de permettre l'application des énoncés de la CIG, la Cour internationale de justice, à savoir permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et interdire toute action encourageant au génocide. Le tout permettra ainsi sur le long terme à la reconnaissance de l'État de Palestine. Les trois pays africains, le Mozambique, tout comme la Sierra Leone et l'Algérie, ont plaidé hier d'une voix pour un cessez-le-feu à Gaza. Retour sur le dossier dans l'échiquier international dans un petit moment. Alors pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Abdelhak Mekki, expert en questions internationales, est avec nous donc en direct par téléphone. Monsieur Abdelhak Mekki, bonsoir. Monsieur Abdelhak Mekki, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter souvent. Merci. Aussi souvent que le thème le permet. Taoufik Hamel est avec nous également, chercheur en histoire militaire et études de défense à l'université Paul Valéry en France. Monsieur Taoufik Hamel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, l'Algérie s'attelle tant bien que mal au sein de l'ONU, d'ailleurs avec le Mozambique et la Sierra Leone, les trois pays africains qui président donc ou qui sont aujourd'hui en tant que membres non permanents au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces trois pays plaident d'une seule voix pour un cessez-le-feu à Gaza, l'Afrique avec Gaza. Qu'adviendra-t-il si l'unanimité est obtenue, Monsieur Taoufik Hamel, pour commencer? Globalement, pour l'instant, la décision de l'Algérie de proposer un projet de résolution, justement pour que les décisions de la Cour internationale de justice soient exécutées et appliquées par tous les États, c'est l'objectif de l'Algérie. Et que en tout cas, d'une part, que cette résolution reçoit le soutien nécessaire et que certains États, parmi lesquels particulièrement plutôt les États-Unis, n'utilisent pas le droit de veto. Alors, quand il s'agit des résolutions des conseils de sécurité, généralement, lorsqu'une résolution ou un projet de résolution a obtenu au moins 9 voix sur les 15, dans le cas où il n'y a pas un droit de veto, cette résolution sera adoptée. C'est-à-dire globalement, pour l'instant, certainement les États-Unis vont essayer de faire le nécessaire pour éviter une condamnation à Israël, mais ça va être un peu difficile pour les États-Unis. Vu déjà la résolution pour l'instant est soutenue par au moins trois États, parmi lesquels l'Algérie. Il y a de fortes possibilités que ce projet de résolution porté par l'Algérie va avoir le soutien des 9 membres, d'au moins 9 membres du Conseil de sécurité. Dans ce cas, pour éviter que ce projet de résolution ne soit pas adopté, il faut que l'un des 5 membres du Conseil de sécurité utilise son droit de veto. Probablement, ça va être les États-Unis. Même dans ce cas, ça va avoir un coût politique très très important pour les États-Unis. D'une part, les États-Unis, même si globalement, quand on regarde les faits, les États-Unis sont directement impliqués dans ce conflit, que ce soit en termes d'aide économique, en termes d'aide financière, militaire. Il y avait des militaires en tout cas qui ont été engagés en Israël. Il y avait même des rapports récents qui ont dit clairement que les forces américaines en Irak ont été mises en état d'alerte et être prêts pour une éventuelle utilisation et implication dans une intervention terrestre en Israël. Pour cela, ce que je veux dire, c'est que d'une part, les Américains sont directement impliqués. Il faut utiliser les mots qu'il faut. Par contre, les Américains, d'une part, essayent d'éviter la propagation du conflit ou la généralisation du conflit au Moyen-Orient et essayent d'éviter une défaite catastrophique d'Israël, parce que pour l'instant, sur le plan politique, Israël, c'est une défaite. Sur le plan militaire, on n'a rien vu de consistant pour que Israël puisse au moins vendre l'image d'une victoire. Mais ça va être difficile, en tout cas, pour les Américains, justement, d'utiliser leur droit de veto pour le moment. Oui, mais il n'est pas dit qu'ils ne vont pas l'utiliser, n'est-ce pas, M. Taoufik Hamel?
Effectivement, pour l'instant, les Américains ils vont essayer de faire en sorte de vider cette résolution de toute sa substance. Mais par rapport aux dernières résolutions, aux dernières déclarations des dirigeants algériens, elles ont dit clairement que, évidemment, c'est un projet de résolution qui a été porté par l'Algérie et que ça reste évidemment, c'est un projet qui est ouvert à des modifications et que finalement, les dirigeants algériens ont dit clairement qu'en ce qui concerne au moins l'arrêt, en ce qui concerne un cessez-le-feu, elles seront intransigeantes sur cette question. Faut c'est quoi la Cour internationale de justice? Elle fait partie des six agences ou organes des Nations Unies, parmi lesquelles il y a le Conseil de sécurité et il y a l'Assemblée générale. Alors, dans l'article 94 de l'ONU, elle dit clairement que les États membres de l'ONU sont dans l'obligation de se conformer aux décisions de la Cour internationale de justice. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2, elle dit clairement que si une partie n'est pas satisfaite dans ce cas, la partie qui n'est pas satisfaite peut demander justement, en fait, elle lui donne l'autorisation de faire appel au Conseil de sécurité. C'est tout le problème. Quand on voit en 1984, dans le cas de Nicaragua, par exemple, les États-Unis ont été clairement condamnés par la Cour internationale de justice, sauf que les Américains ont tout fait justement pour que les Américains ne respectent pas le droit international. C'est tout le problème justement des institutions internationales actuellement parmi lesquelles le Conseil de sécurité. D'une part, il y a des mentions juridiques qu'on essaie de mettre en avant en faisant en sorte que ça veut dire que le droit est censé protéger les plus faibles et en même temps, on se retrouve dans des institutions où certains États se donnent le droit justement de violer le droit international au nom de certains privilèges qui ont été acquis justement depuis 1945, ce qui correspond à la création de l'ONU. La seule différence actuellement, c'est qu'on se retrouve dans un contexte international qui a complètement changé, dans le sens où on se retrouve avec les puissances occidentales, l'Europe et les États-Unis, avec le Canada, l'Australie. Leur poids s'est un peu affaibli au cours des 30 dernières années. Vous avez l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine et la Russie. Et vous avez des puissances des pays du Sud, ou ce qu'on appelle autrefois les pays du tiers-monde, qui ont pris conscience justement d'un déséquilibre et que le système international est injuste pour l'instant, et elles ont pris conscience justement de leur force dans le sens où les deux camps, que ce soit la Russie ou les États-Unis ou l'Europe de façon générale, chacun essaie justement d'avoir le soutien des pays du Sud parce que leur soutien politique en termes de légitimité est très très important. Il y a toute une carte à jouer dans ce sens. Ensuite, quand on regarde certains États africains actuellement de plus en plus essaient d'affirmer leur voix sur la scène internationale et que globalement les moyens de pression qu'auparavant les Américains utilisaient pour faire pression sur certains Africains. Globalement, elles ont une carte à jouer et des moyens de plus en plus importants pour justement se permettre justement une certaine ère d'oxygène dans ce rapport de force qui se dessine actuellement. Très bien, Monsieur Tawfiq Hamel. Monsieur Abdelhak Mekki, justement. Alors, on va y aller doucement et point par point. Alors, aujourd'hui, que l'Afrique ou ces trois pays plaident parce qu'ils représentent aussi l'Afrique et ils sont quand même membres non permanents au sein du Conseil de sécurité, qu'est-ce qui est plus important, Monsieur Abdelhak Mekki? C'est d'obtenir une unanimité au sein de l'Assemblée générale, à savoir, et donc cela permettrait peut-être l'exclusion des ordonnances de l'ONU de l'entité sioniste, ou est-ce que c'est le Conseil de sécurité? Et on sait qu'avec le Conseil de sécurité, il y a toujours l'obstacle, comme disait donc Tawfiq Hamel, celui donc du veto. Écoutez, la logique, en tous les cas, quand les Nations Unies ont été constituées, l'organe le plus important n'est pas l'Assemblée générale, mais le Conseil de sécurité, parce que ces décisions sont applicables sur le terrain et qu'il peut même dégager une force d'interposition ou une force de contrainte, même physique, si l'on veut, contre un État. Donc, c'est clair, le Conseil de sécurité est l'organe le plus important des Nations Unies parce que ces décisions sont applicables. On le voit, je
je rappelle juste à titre historique et rapidement, on l'a vu dans l'affaire du Congo, Brazzaville, ce qu'on a appelé le Congo de Lumumba. Et donc, on l'a vu à l'époque, en 1961, donc c'est clair, la décision de l'ONU est applicable même à une force occidentale qui peut avoir un veto, d'accord ? La question, c'est que pourquoi on a mis le droit de veto, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est les pays fondateurs des Nations Unies qui ont décidé pour éviter. Et c'est pour ça que même la proposition qui a été faite ici et là ces derniers temps lors de la tenue de l'Assemblée Générale 2023 sur l'élargissement du Conseil de sécurité avec un droit de veto, à mon avis, serait catastrophique pour le monde. Mais la question n'est pas là. Alors justement, on l'a vu dernièrement lorsque la question s'est posée pour justement un cessez-le-feu sur la base de l'utilisation de l'article 19 de la Charte de San Francisco par le secrétaire général des Nations Unies qui a saisi le Conseil de sécurité parce qu'il pensait que le monde était en danger, en tous les cas, qu'il y avait des violations dans la guerre contre Gaza. On a vu ce qui s'est passé, c'est un droit de veto, puis on n'en parle plus. Mais la question a été transmise tout de même au niveau de l'Assemblée Générale. Nous avons vu une majorité pleine et entière, d'accord, en faveur d'un cessez-le-feu, mais aucune application, parce que justement les résolutions de l'Assemblée Générale n'ont pas de contraintes, ou plutôt ne contraignent pas les États à les appliquer. Et c'est ce que l'on voit pas uniquement dans l'affaire palestinienne, dans le monde entier, à chaque fois qu'il y a une résolution de l'Assemblée Générale, on ne l'a pas appliquée, que ce soit pour les questions de développement, sur les questions de la famine ou autres, sur les objectifs du millénaire, on l'a vu globalement. Donc, on n'a pas à se poser du tout cette question. Il y a peut-être même l'initiative de vouloir aujourd'hui, après la décision de la Cour internationale de justice, qui, elle, est la seule qui peut avoir une attitude contraignante, parce qu'il s'agit d'une interprétation par le droit, uniquement le droit, c'est-à-dire sur la question de la Convention sur le génocide. Et donc, où la responsabilité des États, par à la fois leur signature et leur ratification à cette décision, les rend responsables tous in globus. C'est-à-dire tous les États qui l'ont signé sont responsables de ce qui se passe au niveau d'Israël et au niveau de Gaza. Oui. Et donc là, il y a la question de dire comment on va appliquer cette décision de la Cour internationale de justice. Et à mon avis, si elle n'a pas pu encore entrer dans le fond du sujet, parce que là, ça va prendre des années pour arriver à décortiquer toute cette situation. Et elle n'a pas pu, justement, prendre la décision d'un cessez-le-feu qui était applicable automatiquement par les forces même des Nations Unies s'il le fallait. Donc voilà le problème qui réside aujourd'hui. L'initiative prise par les pays africains, et notamment l'Algérie, est une initiative, c'est une tentative. Mais si l'on voit, par exemple, l'attitude des États-Unis vis-à-vis, justement, de la décision de la Cour internationale de justice, elle ne la reconnaît pas totalement. Parce que le point le plus important, c'est que, en fait, si l'on tient compte de ce point évoqué par la Cour internationale de justice, en disant l'Israël doit être vigilante lorsqu'elle va bombarder, c'est-à-dire qu'elle doit éviter les cas de génocide. Oui, mais c'est un peu ridicule cette histoire doit éviter les cas de génocide, alors que c'est tout Gaza qui est finalement sous le joug du génocide. Je veux dire, c'est ridicule. Oui, tout à fait. Mais seulement, voilà, on est dans le droit. Et dans le droit, on le sait, même dans les procédures nationales. C'est-à-dire, on rentre dans le fond 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que la Cour internationale reconnaît de rechef qu'il y a génocide.
elle reconnaît qu'il y a eu des pratiques. Et donc, à mon avis, elle a donné cette possibilité aux Palestiniens, aux Gazaouis précisément, c'est de dire, bon, il y a des violations et que par conséquent, à ce moment-là, elle prendrait une autre décision, à mon avis, que celle qu'elle a prise dernièrement. C'est-à-dire que là, il y aurait violation non seulement de la Convention sur le génocide, mais une reconnaissance puisque la Cour internationale de justice elle-même revendique ou recommande à ce que l'on fasse attention pour qu'il n'y ait pas des cas de génocide. Et donc, si Israël n'applique pas cela, elle est condamnable de rechef. Et donc, la question du fond, c'est-à-dire l'examen, l'enquête, etc., et ce que va ressortir l'enquête va prendre beaucoup de temps, mais en tous les cas, à ce moment-là, la Cour internationale de justice peut reprendre le dossier et décider d'un cessez-le-feu avec une force d'imposition si elle le veut. Oui, très bien. En revanche, la question du Conseil de sécurité, c'est qu'on peut en discuter. On peut avoir une majorité de 9 États, mais à mon avis, vu la réaction des États-Unis à la décision sur la Cour internationale de justice, on va droit vers un droit de veto, même s'il y a quelques pays occidentaux ici et là, notamment européens, qui ont un problème de conscience depuis quelque temps. Très bien. Alors, je crois que l'idée est claire là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie ou les pays africains qui représenteront l'Afrique, mais qui plaideront également pour la cause palestinienne aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est peut-être ce qu'on appelle ce cessez-le-feu, sans lequel il ne saurait y avoir les applications des résolutions de la CIG, M. Taoufik Hamel. Et bien sûr, on sait très bien qu'une fois présenté au Conseil de sécurité, il risque d'y avoir également le droit de veto qui risque de tout bloquer. Et est-ce que cela veut dire qu'on va rester dans ce cercle vicieux et infernal, à savoir des résolutions qui sont énoncées et un veto qui donc bloque toutes les résolutions et Gaza qui continue de souffrir? On ne voit pas du tout le bout du tunnel. Alors, pas, de mon point de vue, pas nécessairement. Pourquoi pas nécessairement? Alors, d'une part, la décision de la Cour de justice internationale n'appelle pas à un cessez-le-feu, par contre, met en garde contre un éventuel génocide qui est à Gaza. Globalement, en fait, la seule façon pour qu'Israël justement évite qu'un tel génocide se produise, c'est mettre fin à un cessez-le-feu. Mais en même temps, la Cour internationale de justice n'a pas justement appelé un cessez-le-feu. Il faut garder à l'esprit quels sont les éléments il y a certains éléments qui sont déterminants dans la décision qui sont prises par la Cour internationale de justice. Certes, on parle de droit, mais il n'y a pas uniquement de droit. La dimension politique est toujours importante, même lorsqu'il s'agit du droit. Généralement, le premier élément dont il faut tenir compte, c'est les arguments qui sont apportés par l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il y avait des arguments qui sont apportés et ces arguments qui ont été apportés, des preuves, les juges tiennent compte de ces différents arguments. Ensuite, il y a l'autre élément, c'est la pression qui est jouée par les États membres sur ces juges. Chaque juge appartient à un État. Et souvent, il y a toujours des pressions de la part de leurs États qui exercent sur ça une certaine pression. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Mais certainement, il y a toujours cette pression de la part de ces États. Ensuite, l'autre argument, élément, c'est la crédibilité de chaque juge et la crédibilité de la Cour internationale en elle-même. C'est-à-dire ces éléments sont importants justement pour comprendre certaines décisions qui sont prises par la Cour internationale de justice et certainement elles ont joué un rôle important dans la décision qui a été prise récemment. Et de mon point de vue, il y a un élément qui est important. Il me semble que la décision qui a été prise contre la Russie, qui a condamné rapidement la Russie, était importante dans cette décision. D'une part, on n'a pas condamné Israël, mais en même temps, on a essayé de mettre en garde et on a demandé à Israël justement d'apporter des arguments qu'il n'y a pas un génocide. Elle me semble que justement, s'il n'y avait pas la décision contre la Russie, peut-être la décision qui a été prise contre Israël soit beaucoup moins grave que ce qu'elle a été actuellement. Il y a cet élément. Ensuite, quand on revient sur l'initiative qui a été portée par l'Algérie, évidemment, elle me semble l'élément le plus important, c'est justement
le projet de résolution, justement, arrive à obtenir l'unanimité. C'est l'élément le plus important. Pour avoir l'unanimité, certainement, les Américains n'accepteront pas l'idée d'un cessez-le-feu. C'est ce qui a été dit à plusieurs fois et avoué par les dirigeants américains. Dans ce cas, de mon point de vue, il faut que le projet de résolution soit adapté de façon à ce qu'elle soit conforme aux différentes recommandations de la Cour internationale de justice. C'est ce projet justement arrive justement à se conformer à toutes ces recommandations, ça va être très très difficile pour les Américains justement de mettre un droit de veto sur cette résolution et elles seront dans l'obligation soit de s'abstenir, soit de voter pour cette résolution. Ensuite, de quelle façon justement rédiger ce texte pour qu'elle soit conforme, là ça va être un exercice très 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 difficile parce que généralement les détails tout se trouve dans les détails et ça va être très très difficile. Très bien. Monsieur Abdelhak Mekki, dans ces cas-là, est-ce qu'on serions-nous tentés de dire, par exemple, que finalement, à quoi auraient servi ou a servi ces résolutions prononcées par la Cour internationale de justice si elles ne trouvent pas application sur le terrain en raison de cette lenteur, d'ailleurs, comme on le dit, de l'acte juridique en lui-même, parce qu'on ne trouve pas non plus quelqu'un pour justement contraindre l'entité sioniste à obéir ou à se conformer à ces résolutions. Et de l'autre côté, il y a aussi la lenteur au sein de l'ONU. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire au revoir à ces résolutions quelque part? Écoutez, madame, enfin, pardonnez-moi, mais j'ai quelques points à relever sur ce qu'a dit... Monsieur Taoufik Hamel. Monsieur Taoufik Hamel. D'abord, parce que bon, en fait, j'ai vécu une situation un peu similaire au moment de l'Irak. J'avais un ami qui était un haut fonctionnaire, un arabe d'ailleurs, un haut fonctionnaire de l'ONU, et qui me disait, et vous savez qu'on a organisé une rencontre 2 fois par semaine pour boire des cafés et discuter parce qu'en fait, il était malheureux. Il était contre les décisions prises par le Conseil de sécurité vis-à-vis de l'Irak, mais il était obligé d'appliquer ce que dit justement soit la décision des Nations Unies, soit la résolution de l'Assemblée générale. Et qui me disait toujours, je meurs tous les jours avec tout ça. Oui. Et bon, ce monsieur après est devenu ministre dans son pays, mais il a eu ce côté moral. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que les juges sont à partie ou en partie avec leurs États et subissent des influences. Ils sont préparés à ça. Et j'ai un ami qui a été président de la CIG, qui était somalien et qui devait en tant que somalien accepter la situation du Darfour. C'est-à-dire, aux Nations Unies, il n'y a pas un nombre de doutes que les fonctionnaires, même s'ils ont des avis et des engagements politiques précis propres à eux, ils sont tenus à la neutralité, y compris pour leur propre pays. Et allez-y demander aux affaires étrangères algériennes ou marocaines ou ailleurs, ou françaises, si le fonctionnaire international va servir les intérêts de son État aux Nations Unies, il sera tout de suite congédié. Ceci étant dit, je tiens à dire que ce qu'a fait la Cour internationale de justice est dans le droit. Comment dans le droit? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'influence politique. Parce qu'elle a posé le problème de la Convention sur le génocide. Elle a pris une décision parce qu'elle n'avait pas assez d'éléments. Que l'Afrique du Sud vienne plaider comme a plaidé Israël, la question, on n'est pas aujourd'hui dans la décision sur le fond. On est uniquement sur la question procédurale en quelque sorte. Oui. Faut-il ou pas envoyer une décision d'un cessez-le-feu, comment le faire, etc., pour qu'il soit applicable. Parce que bon, ce qui veut dire qu'on va envoyer une force si Israël ne peut pas reconnaître. Or, Israël n'a pas reconnu du tout jusqu'à maintenant. Brièvement, M. Mekki, oui. Voilà, très brièvement, mais bon, je n'ai pas parlé beaucoup. C'est ça, mais très brièvement. Oui. Donc, par conséquent, elle n'a aucune chance, mais il faut aussi se faire raison. Les décisions des Nations Unies
n'ont jamais, comme je le disais au début, n'ont jamais été appliquées à la lettre, ni par les États qui les ont voulu, ni par les États qui ne les ont pas voulu. Oui, merci beaucoup, Monsieur Abdelhak Mekki, pour ces explications. Et il est vrai que ça mérite de plus de temps pour pouvoir comprendre. En tous les cas, le message est passé. Abdelhak Mekki, je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Était avec nous également Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire et études de défense à l'université Paul Valéry à Paris. Merci à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, ou plutôt demain, oui, effectivement, pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.